Je vous remets un peu dans le contexte, évidemment. Et il va revenir sur cette polémique contre Mélenchon, sur l'accusation d'antisémitisme. Rappelez-vous, les amis, ils avaient fait, la France Insoumise avait fait un meeting à Lyon. Donc, il faut être clair là-dessus. Ça fait quelques jours, on te répète partout que Jean-Luc Mélenchon, il aurait franchi une ligne rouge avec une histoire de prononciation autour de Jeffrey Epstein. Je suis fatigué parce qu'on ne parle plus de Monsieur Epstein, on parle plus de l'affaire. Him. Mec, j'en peux plus, je suis fatigué, bro. Je suis fatigué, bro. On va parler de Jean-Luc Mélenchon Oh, et de cette polémique autour de la prononciation du nom Epstein. C'est une controverse douloureuse, c'est une controverse importante et j'aimerais l'envisager de la manière la plus sereine possible. Non pas jeter des avis à l'emporte-pièce, mais essayer d'en revenir aux faits, à l'histoire, aux travaux de recherche et aux écrits de ceux qui ont consacré leur vie à étudier notamment les ressorts de l'antisémitisme. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi un certain nombre, et quand je dis un certain nombre, c'est en réalité un grand nombre d'acteurs médiatiques et politiques, ont réagi de manière épidermique, sans forcément eux-mêmes donner toute l'étendue de leurs raisons. Et je sais qu'une partie d'entre vous n'êtes pas familier des ressorts de l'antisémitisme. Donc moi, vous voulez que j'accélère un peu Attends, je vais un peu accélérer. Tranquille, les gars, tranquille. Je sais qu'il va revenir sur cette polémique, et franchement, les gars, l'accuser d'antisémitisme, le mot il est très lourd, mais il faut se poser une simple question, le chat. Est-ce que déjà Clément Viktorovitch va y répondre? Mais qu'a réellement dit Mélenchon? Est-ce que Clément va être honnête et va recontextualiser le paragraphe, le monologue de Mélenchon, ou est-ce qu'il va juste prendre le bout de la phrase et faire comme les médias mainstream, de dire « Ok, il a dit cette phrase, il n'y a pas de contexte, on s'en bat les couilles du contexte, hop, tu es antisémite, Jean-Luc Mélenchon, tu es infréquentable. » Bon. On va vite le savoir. Ce que je vais faire, c'est vous la présenter, cette argumentation. D'abord, je vais vous montrer la vidéo que tout le monde a vue. C'était le 26 février dernier en meeting à Lyon. Jean-Luc Mélenchon parle de l'affaire Jeffrey Epstein et voilà ce qu'il dit. Epstein. S'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Ce sont ces propos qui ont énormément fait réagir. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cette séquence et je vais vous expliquer pourquoi. Une première chose que je vais dire et qui est importante. Je n'ai jamais pris la parole ainsi. Sur ce sujet, je vais m'exprimer en tant que concerné. C'est quelque chose que je n'ai jamais caché, mais sur lequel je ne m'étends pas, mais je suis moi-même d'origine juive. L'antisémitisme me touche particulièrement. Ah, il est juif! Les gars, je savais pas. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, je savais pas, les gars, putain. Mais vous savez, l'année dernière, quand il y avait l'affiche de Cyril Hanouna, c'est pareil pour mon chat. Il y avait des personnes qui ne savaient même pas que Cyril Hanouna était juif. Ok. Je savais pas. Enfin, il est d'origine juive. Pardon. Ok. Je l'ai vécu. À titre personnel, mon nom, Viktorovitch, est un nom à l'orthographe russe. Ça n'est pas un nom russe, c'est un nom juif polonais. C'est le nom de mon arrière-grand-père qui a émigré en France en fuyant les pogroms antisémites de Pologne et qui, en arrivant en France dans les années 20, a décidé d'en russifier l'orthographe. Viktorovitch, initialement, s'écrivait à la polonaise avec CZ à la fin et non pas TCH comme aujourd'hui. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, a décidé de russifier son nom parce que quand on voit arriver à ce moment-là en France des personnes qui ont un nom à l'écriture polonaise, statistiquement, il y a de grandes chances que ce soit des personnes juives, et quand vous avez des personnes avec un nom russe, beaucoup moins de chances. L'histoire de russifier des noms pour qu'ils fassent moins juifs, c'est quelque chose que je connais très bien. Et en tant que concerné, je vais vous dire quelque chose qui est un vécu personnel, et un vécu personnel, ça ne se remet pas en cause. Quand j'ai entendu cet extrait, j'ai tous les poils de mon corps qui se sont hérissés. Ça, c'est une réaction émotionnelle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord... Réaction émotionnelle. Ok, les amis, je sais que le délire de changer les noms de famille de personnes juives, je sais que ça a un trait antisémite. Je le sais, on est au courant, vous êtes au courant aussi. Mais là, en fait, si tu prends pas de contexte, tu te perds dans ce bordel. On sait très bien que Mélenchon s'est moqué de tous les débats, de tous les articles qu'il y a eu sur la prononciation d'un nom. Excuse-moi, Clément Viktorovitch, tu es quelqu'un d'honnête. En tant que journaliste, tu sais très bien que t'aurais pu faire le travail de dire que les autres journalistes et éditorialistes ont pondu aussi différents articles pour parler de la prononciation. À ce moment-là, est-ce que tes poils s'hérissaient? Est-ce que tes poils s'hérissaient en mode « Oula, le journalisme français, vous partez en couille ?» Je ne pense pas.
Donc, Mélenchon, il faut toujours contextualiser, il a ironisé sur la manière dont certains médias racontaient l'affaire Epstein, et ensuite, il a dit quelque chose de très clair aussi dans son monologue. Il avait même dit que Epstein n'avait aucune religion. Aucune religion. Je crois que j'avais même... j'avais noté sa citation. Il avait dit, je crois, aucun dieu ne peut se réclamer d'un criminel comme lui, un truc comme ça. Je crois que c'était sa formule. C'était sa formule. Donc franchement, première chose, nous dire que Mélenchon, il aurait ciblé des juifs, franchement, je trouve ça ridicule. Je vous jure, les gars, je trouve ça ridicule. Et malhonnête aussi. Hein. Malhonnête pour la fonction du journalisme, parce que y a eu vraiment des vingtaines d'articles sur la prononciation, des centaines, j'abuse, mais des dizaines d'heures de débat sur la prononciation, sur le lien aussi, hein, le lien entre Epstein et la Russie. Les médias, par tous les moyens, voulaient essayer de lier Epstein avec la Russie. Par tous les moyens. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête des rédacteurs. Ils se sont dit, aujourd'hui, on va faire des heures de débat sur BFM TV, CNews, pour se poser la question de est-ce qu'il y a un lien entre la Russie et Epstein ? Mais vous avez pété un câble. Les journalistes, vous avez pété un câble. Et quand bien même s'il y a un lien entre la Russie et Epstein, pourquoi on ne pourrait pas faire aussi des heures de débat sur le lien entre Epstein et Israël ? Pourquoi ce serait interdit ? C'est facile de le faire pour la Russie, mais c'est pas facile pour Israël. Vous voyez pourquoi il y a un problème ? Vous voyez pourquoi c'est ça qui me dérange dans cette histoire ? Moi, ça m'embête. Je vous jure que ça m'embête. On prend trop de pincettes avec Israël. C'est pas normal, genre. Et on n'est pas obligé de forcément faire le raccourci avec la religion. On sait même pas si Epstein, il était pratiquant. On sait même pas s'il était pratiquant, les mecs. Quel est le rapport ? Parce que les juifs contrôlent le monde. Permaban. Eh les gars, pas d'antisémitisme sur mon chat, pas de dog whistle. C'est permaban, les mecs. Hein. Wesh, Dofla, calme-toi, t'as un point rouge sur ton front. Mais moi, ça me rend fou, les mecs. Moi, ça me rend fou parce que on dit que Mélenchon aurait ciblé les juifs, alors que ce qui se passe vraiment, c'est que c'est tout l'inverse, en fait. Il dit exactement l'inverse. Mais continuons la vidéo, continuons. Préciser que, en l'espèce, tout cela n'est pas une question de prononciation. Moi-même, souvenez-vous, il y a 2 semaines, pour des raisons linguistiques, je vous ai dit, en ce qui concerne l'affaire Epstein, je prononcerai son nom à l'allemande. Epstein. Parce que Epstein, c'est la prononciation anglo-saxonne. En langue française, les suffixes EIN, on a toujours prononcé cela Ein. On dit effectivement Einstein et Frankenstein. Je ne vois pas de raison d'aller importer ici la prononciation américaine du nom sous le seul prétexte que lui-même soit américain. Si Mélenchon avait dit ça, j'aurais aucune querelle. Il s'avère qu'il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit « il paraît qu'il faut dire Epstein parce que Jeffrey Epstein lui-même prononce son nom Epstein », ce qui est vrai. Il a dit « ça fait plus russe, Epstein, hein ?» Comme si il y avait une forme de volonté politique derrière. Donc déjà, c'est lui qui décide de politiser la question. Et il amène la question sur un terrain politique en supposant le fait que, derrière le fait de dire Epstein plutôt qu'Epstein, il y aurait chez certains une volonté de ramener tout cela dans les sphères russes. Donc, pour lui, il y a une volonté concertée, manifeste, de prononcer Epstein pour des raisons politiques, pour ramener cela vers des origines russes. Mais, évidemment, et c'est la question qu'a posée, par exemple, Fabrice. Mais c'est pas Mélenchon qui le fait. Il interprète fortement. Mais oui, mais là, il se trompe. C'est pas Mélenchon qui le fait, ce rapprochement avec la Russie. C'est les médias, justement. C'est les médias. Il y a une volonté de la part des médias de trouver un lien entre Epstein et la Russie. C'est pas Mélenchon qui le dit. C'est pas Mélenchon. Arfi de Mediapart. Ah, il dénonce, d'accord, ok, il dénonce ça, d'accord, ok. Ok, j'avais mal compris alors. On prononce Epstein Vous êtes sur le chat, parce hein. que ça fait plus russe. Alors, Epstein, ça fait plus quoi ? Et vous voyez tout de suite pourquoi est-ce que, avec cette petite phrase, il amène son intervention ailleurs. Deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon, il ne se contente pas de dire Jeffrey Epstein. De l'affaire Epstein. Il n'y a pas seulement l'argumentation, ce qu'il dit, il y a la prosodie, la manière dont il le dit. Et c'est là où j'aimerais vous parler du lien consubstantiel que sans doute une partie d'entre vous ignorez entre l'antisémitisme et l'utilisation des noms juifs. La chose importante à retenir, c'est que le problème des antisémites, et ce depuis le début du XXe siècle et même la fin du XIXe en réalité, c'est que la judéité ne se lit pas sur le visage. Ils détestent les juifs, mais ne sont pas capables de les reconnaître dans la rue. D'où cette question que se sont posées les antisémites depuis la fin du XIXe siècle et notamment depuis en France la première somme antisémite qui a fait, hélas, référence de manière funeste,
le livre d'Édouard Drummond, La France juive, les antisémites depuis la fin du 19e siècle se sont posé la question suivante: comment reconnaître des juifs si leur judéité n'est pas inscrite sur leur visage? Ils ont trouvé à cette question 2 types de réponses. Une première réponse qui est malgré tout une réponse biologique, faussement biologique bien sûr. Ça a donné toutes les caricatures qu'on a connues dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, en France et en Allemagne, où on représentait le juif avec une barbe hirsute, des cheveux en bataille, un nez crochu, de longs doigts griffus. C'est allé très loin, sous le régime nazi en Allemagne, avec les recherches visant à identifier des caractéristiques prétendument biologiques de la judéité. Et ça a donné toutes les barbaries nazies commises par des médecins, au premier rang desquels le docteur Mengele, qui visait à faire des expérimentations sur les juifs. D'ailleurs, les gars, j'ai vu les réponses en rapport avec la vidéo, parce que ça avait tourné sur Twitter. Il y a eu plein de moments où des hommes politiques, ou même des journalistes et éditorialistes, se sont trompés sur la prononciation des noms de famille, même les noms de scène. Par exemple, Aya Nakamura, je me rappelle, il y avait un mec de CNews qui avait bafouillé sur le nom de Nakamura. J'ai l'impression qu'on peut bafouiller sur tous les noms possibles, sauf les noms juifs, parce qu'on va forcément te dire que c'est antisémite. Mais cette polémique, elle profite à qui, les mecs? Cette polémique, elle profite à qui? On va continuer la vidéo après. J'ai vu hier qu'il y avait un communiqué sur le Parti Socialiste, un communiqué officiel, genre vraiment Twitter et tout, où il avait dit que, officiellement, il n'y a plus de lien entre la France Insoumise et le PS. Bon, à l'heure où je vous parle, il y a 60 villes où, pendant les municipales, il y a un accord entre le PS et LFI. L'extrême droite est en ce moment en train de faire un pressing, par exemple sur Jérôme Guedj et Olivier Faure ou je ne sais pas quoi, des responsables du PS pour dire « Ah, vous avez fait un communiqué, pas de problème, mais les 60 villes où il y a des relations PS-LFI, vous faites quoi? Vous allez faire quoi ?» Donc là, en ce moment, il y a un pressing. Donc oui, ça profite au PS, mais ça profite surtout à l'extrême droite. Parce que quand tu regardes bien ce type de vidéo, moi je veux bien qu'on ait un rapport avec l'histoire, la prononciation, le linguistique. Mais si tu regardes bien, on ne parle même plus du fond, les mecs. On ne parle même plus du fond. On ne parle même plus de l'affaire Epstein, j'en sais rien. On ne parle même plus de comment ça se fait qu'un mec aussi puissant, avec beaucoup d'argent, des réseaux, connaissances, etc. Comment un milliardaire comme ça a pu être protégé pendant des années et des années. On ne parle que d'une chose, d'une prononciation. Vous vous rendez compte? Quelle affaire? On parle de quelle affaire? Ah, je sais plus moi. On parle de quelle affaire maintenant? On parle de quoi? On parle que de la prononciation depuis des semaines. Je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux. Bon. L'affaire Epstouche. Mec, moi ça me rend fou, moi. Ça me rend fou. Mais continuons. On tombe vraiment dans le piège de l'extrême droite. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ils visaient ensuite à tenter de mesurer leur crâne, la distance d'une orbite à l'autre, du bout du nez au sommet du crâne, pour tenter de pouvoir dire, regardez, en fait, on a trouvé les caractéristiques biologiques des juifs, maintenant on peut les reconnaître. Donc, d'une part, l'antisémitisme est passé par une forme de biologisation des caractéristiques physiques fantasmées des juifs. Il y a un deuxième vecteur qui permet de reconnaître les juifs, vu que leur judéité n'est pas inscrite sur leur visage. C'est leur nom. Un nom qui soit singularise les individus comme appartenant à la communauté juive, soit un nom qui, parce qu'il a été modifié, relève de la volonté de dissimulation et de se cacher. Mais grosso modo, quand tu es juif, tu as toujours tort sur ton nom, soit parce que ton nom te signe comme un juif, soit parce que tu as voulu le modifier et que ton nom te signe comme un sournois qui a voulu cacher sa judéité. J'ai été chercher des travaux d'historiens et d'historiennes. Notamment, j'aimerais vous lire un extrait de ce texte de Claire Zalk. Claire Zalk, qui est historienne, qui publie en 2016 aux éditions du Seuil. Glucksmann, personne ne savait qu'il était juif. Que son nom était juif. Mais moi, je ne savais pas non plus, les mecs. Je ne savais pas non plus. Parce que les noms de famille qui se terminent par man, de ce que j'ai compris, ça a une consonance... Enfin, c'est d'origine juive. Mais aux États-Unis, il y en a plein aussi, des noms de famille qui se terminent par Anne, man, j'en sais rien. Mais pareil, hein, Mélenchon, j'ai vu qu'il y avait aussi une polémique par rapport à ça parce qu'il avait dit Glucksmann et non pas Glucksmann. Je pense qu'il a raison d'ironiser là-dessus, d'en faire des blagues, etc. Parce que franchement, lui trouver tout et n'importe quoi d'antisémite, je trouve qu'on est sur un terrain très dangereux. Mec, ça l'a comparé avec Alain Soral, ça l'a comparé avec Dieudonné. Frère, je trouve ça dangereux, genre. On va dire que Superman, le nom Superman, il est d'origine juive aussi, genre. Spider-Man, pareil. Iron Man, pareil. Genre... On vit où, les mecs? On vit où, frère? Waouh!
il le compare à Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Il le compare à... Enfin, Viktorovic, je ne sais pas. Mais en tout cas, Glucksmann, il en a fait un tweet. Il a cité le meeting de Mélenchon, il a cité le tweet, il a dit « Ok, Jean-Marie Le Pen. » What the fuck, bro? What the fuck? Ce livre dénaturalisait les retraits de nationalité sous Vichy. J'ai été vous chercher ce passage dans lequel Claire Zalck cite une autre historienne, Nicole Lapierre. La cristallisation sur le nom constitue l'ordinaire de l'antisémitisme et s'apparente à un antisémitisme ordinaire. Le nom est identifié comme marque quand il est distinctif et dénoncé comme masque comme il ne l'est pas. Mais dans l'un et l'autre cas, il est objet de discrimination et de délation, rappelle Nicole Lapierre. Et je vous ai trouvé une autre citation dans ce papier qui revient à ce qui se passait dans les années 30 et que je vais L'antisémitisme onomastique. C'est quoi l'onomastique? Onomastique, étude des noms propres. Ok, relatif aux noms propres. Pas de problème. Les stigmatisations à partir des patronymes ne datent pas de la guerre. Les noms et prénoms faisaient déjà office, notamment dans les années 30, de cristallisation antisémite. Chez les hommes d'extrême droite, les noms sont brandis comme des étendards censés parler par eux-mêmes, dans des invectives où se mêlent xénophobie et antisémitisme. Jacques Dumas, notamment, dans l'entre-deux-guerres, a compté les noms juifs dans les annuaires. Ouvrez les guillemets. Ouvrez l'annuaire du téléphone du département de la Seine. La proportion des juifs est effarante. La liste des Lévy est 2 fois plus longue que celle des Durand et Dupont réunis. Et encore, combien de juifs et de demi-juifs se cachent sous ces noms bien français? Voilà quelques extraits des travaux d'une historienne qui vous montrent combien est-ce que, pendant tout le XXe siècle, l'antisémitisme passe par la focalisation sur le nom, par la recherche de noms. Il y a une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui a cristallisé dans l'entre-deux-guerres cette question du... C'est comme Ménard qui a compté les musulmans arabes immigrés dans sa ville. Mais les gars, ce moment-là, ce moment politique, je m'en souviens, on l'avait streamé il y a 2 ans, je crois, ça a même pas pété, genre. Ça a même pas pété au point de mettre Robert Ménard sur le banc des accusés. Vous êtes plus invité, vous êtes persona non grata. Il a fait ça normal. Quand c'est les musulmans, c'est tranquille. Imaginez s'il y avait un maire qui avait listé des noms juifs. Imaginez, les gars, le scandale national. C'est ça qui me dérange. Ça me dérange. Ce comportement me dérange. Putain. Et dont vous allez comprendre tout de suite à quoi cela fait référence, c'est l'affaire Léon Blum, qui a été président du Conseil, qui a dirigé le gouvernement de la République française, le gouvernement du Front populaire à partir de 1936. Léon Blum qui était juif et qui faisait l'objet d'une haine antisémite absolument vibrante. Le caractère juif du nom Blum, pour certains ou certaines, ne sautait pas aux oreilles. Et donc il y a eu une fake news à l'époque qui a fait courir la rumeur selon laquelle Blum ne serait pas en réalité son véritable nom. Et je vous lis un article du Huffington Post qui ont fait l'écho. En 1937, le titre de presse Gringoire, sous la plume d'Henri Béraud qui a été condamné à mort pour collaboration à la Libération, décrit Léon Blum en ces termes: « Les aïeux d'un certain Blum de notre connaissance s'appelaient encore Karfunkelstein et grattaient leurs puces à l'ombre des Carpates. » Grégoire Kaufmann, historien, accorde la paternité de ce procédé à Édouard Drummond, comme je vous le disais, père de l'antisémitisme français. C'est le premier, dit-il, me semble-t-il, à travestir des patronymes pour faire passer certaines personnes comme étrangères et ou d'origine juive. L'auteur de La France juive a notamment popularisé le terme Gamberlé pour désigner Léon Gambetta, poursuit Grégoire Kaufmann. Dans l'esprit de Drummond, il s'agissait de faire passer Gambetta pour une personne d'origine juive et italienne qui avancerait camouflée et masquée. On est encore loin... Bon, le raisonnement de Clément Viktorovitch, il est plutôt simple. Il explique que les noms juifs ont été historiquement utilisés par l'antisémitisme. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si tu reviens, quand Clément parle, on se tait, on écoute. Mais attends, mais si tu reviens sur l'histoire même de Mélenchon, il dit qu'en gros, parce que l'histoire existe, parce que... c'est ce qui s'est passé, les noms, antisémitisme, etc. La phrase de Mélenchon, elle devient suspecte. Ce qu'il a fait avec Epstein, c'est suspect. Mais attends 2 secondes. Excusez-moi, il y a une chose importante à souligner sur Mélenchon, c'est qu'il faut le juger sur ses intentions. Il n'y a pas des intentions antisémites dans le discours de Mélenchon, dans son programme. Donc là, on revient sur le programme politique, parce que c'est bien mignon de parler des intentions de Mélenchon qui n'existent pas, mais parlons du programme politique. En quoi, dans le programme politique de Mélenchon, tu vois des biens antisémites? Je comprends pas. Et puis, en dehors des intentions de Mélenchon, encore une fois, il faut recontextualiser. Il faut contextualiser la chose. Mélenchon te parle de Epstein parce qu'il a estimé qu'avec Belloubet, donc ministre de la Justice, l'affaire Epstein date d'à peu près 2019. La ministre de la Justice avait en quelque sorte pas fait un signalement article 40 pour dénoncer justement l'article 40. Donc Mélenchon, il explique
que les médias ont fait énormément d'heures de débat pour parler de la prononciation et non du sujet principal de pourquoi le gouvernement français avait caché en quelque sorte le dossier Epstein. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Donc il t'explique que les médias ont noyé le poisson en disant qu'il y a un lien avec la Russie, comment prononcer Epstein, etc. On a invité ce mec, etc. etc. C'est tout ce qu'il a dit en fait. Il n'y avait aucune intention antisémite de la part de Mélenchon. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Sinon tu peux accuser n'importe qui de n'importe quoi et puis il n'y a plus de débat mon gars. Donc chocolatine ou chocolatine, je sais pas. Chocolatine, je sais pas. Ton focus, il a la flemme ce soir. Arrête! Non! Me dis pas que... Arrête! Ma tête, elle est floue! Ma tête est floue! Ma tête est pas floue, frère. Mon chat, tout va bien, non? Attends. Non, ça va? Ok, vous m'avez fait peur. De ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon, mais je vous dis tout cela pourquoi? Pour que vous compreniez quelque chose, si vous l'ignoriez. Une grande partie des personnes juives en France ont subi un antisémitisme qui est passé par leur nom, par le fait de demander mais c'est de quelle origine, mais c'est bizarre comme nom. Tout le monde l'a vécu. Tous les juifs et toutes les juives de France savent que quand on commence à toucher au patronyme des juifs, on manipule une matière inflammable qui, dans l'entre-deux-guerres, a servi de vecteur à l'antisémitisme qui a culminé derrière dans la Shoah. Jean-Luc Mélenchon le sait. Jean-Luc Mélenchon est un homme savant, est un homme lettré, est un homme cultivé. Il ne peut pas ignorer, impossible, il ne peut pas ignorer que quand on parle du nom de famille d'une personne juive, il faut faire extrêmement attention. C'est un appôt à tous les antisémites de tout poil qui subsistent, hélas, nombreux en France. Vous allez me dire, mais c'est trop malhonnête de dire ça, les gars. Mais il débite, c'est trop malhonnête de dire ça, parce que, tu vois, dans le chat, à ce moment-là, bon là, il est en tunnel. À ce moment-là, dans le chat, c'est là où les gens devaient être honnêtes et dire à Clément, désolé, Clément, t'as plein de journalistes qui ont fait les mêmes articles. On peut exclure les hommes politiques. Peut-être que les hommes politiques, ils n'étaient pas dans ça. Ils n'étaient pas dans le délire de comment le prononcer. Mais moi, Clément, il explique que Mélenchon ne pouvait pas ignorer les risques d'interprétation. D'accord, ça, je vais bien l'entendre. Mais en fait, si tu suis ce raisonnement, plus personne ne peut parler. Plus personne ne peut rien dire. Dans le débat public, donc là, sur le meeting de Mélenchon, tout ce qu'il peut dire peut être mal interprété. Et il l'a dit en plus, Mélenchon. Hein, il l'a dit plusieurs fois. Ouais, à chaque fois que je fais dire ce mot-là, BFM TV va prendre ce bout-là, et cette citation-là, il va même pas être contextualisé, ça va être débattu en plateau. C'est exactement ce qui s'est passé sur la séquence. C'est exactement ce qui s'est passé dans la séquence. Ils l'ont dit dans le chat, mais il a méprisé les commentaires d'Ofla. Putain, tu vois. Ça a été dit dans le chat, vous êtes sur le chat. En vrai, son argumentation de base sur le fait de Mélenchon est un savant, donc Mélenchon pense comme ça, c'est fou d'Ofla. Non, mais Mélenchon, il est au courant de l'histoire de l'antisémitisme en France. Il est au courant du nom, etc. Mais encore une fois, t'es obligé de contextualiser. Si tu ne contextualises pas, c'est la fin, les mecs. C'est la fin, genre, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout. Tu peux rien faire. Tu peux plus débattre. T'es obligé. Après, il a fermé le chat aux non-abonnés d'Ofla. Ah ouais? Mais non, mais ça, j'étais pas au courant, mon gars. T'es pas au courant. En plus, Mélenchon, il a dit dans son discours qu'il refuse d'associer une religion à un criminel. Il le fait même pour les musulmans, les mecs. Hein. Quand il y a un attentat terroriste et on te dit c'est un attentat terroriste islamiste, le mec qui se revendique musulman et qui tue des gens, Mélenchon, il te dira toujours non, ce mec-là n'est pas musulman. Ce mec-là n'est pas musulman. Ce Dieu-là ne reconnaît aucun acte dans ce mec-là. Il a raison de dire ça. Il a méprisé les liens des articles d'Oflan. Ah ouais, putain, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que c'est quelqu'un de... C'est un sachant, tu vois. Il sait beaucoup de choses, Clément Viktorovitch. C'est dommage de s'arrêter qu'en surface, alors que dans le journalisme, il faut creuser. Il faut aller loin. Parce que pareil pour Mediapart. Mediapart a fait un article sur Mélenchon pour l'accuser d'antisémitisme aussi. Mediapart aussi a fait un mauvais travail. C'est dommage. Je trouve ça dommage. C'est malhonnête. Intellectuellement, c'est malhonnête. Tout ça, c'est une vieille histoire. J'aimerais vous citer cet autre article, écrit par Hugues Galli, professeur à l'université de Bourgogne. Et l'article est centré sur... Ouais, mais tu vois, c'est peu importe le nombre d'articles sur les noms, etc. Ça, je veux bien l'entendre que déformer le nom des juifs, c'est antisémite. Ça, je veux bien l'entendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème.
Mais encore, on a compris là maintenant. Période beaucoup plus récente, puisque c'est un article centré sur le journal Rivarol, sur la période 2007-2021. Rivarol, qui est un journal d'extrême droite. Donc là, j'étais contente de te voir en live, mais là, je suis énervé. Pourquoi t'es énervé, Sarah? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une bêtise ou pas? Eh, dites-moi les mecs, hein, si je suis dans le... Si je suis dans le faux ou pas, n'hésitez pas. Hein. Du coup, si un pédophile est juif, on n'a pas le droit de le dire. Mais le problème, c'est qu'on sait même pas si Epstein était un... On sait même pas si c'était un pratiquant. Il a un nom de famille juif, mais on sait même pas si c'était un juif pratiquant. Genre, on n'en sait rien. C'est ça aussi qui me dérange. C'est que, ok, le mec, il a un nom de famille juif, mais on sait même pas si c'est un pratiquant. Donc on s'en fout de la religion. Ce qui nous intéresse, c'est que l'affaire. C'est l'affaire, genre. C'est tout ce qui nous intéresse. Ouvertement antisémite. Rivarol, qui pour présenter l'animateur Arthur, écrit... Tenez le coup les mecs, tenez le coup, il reste 14 minutes. Tenez le coup, s'il vous plaît les mecs, parce que je voulais vraiment écouter la vidéo. Je voulais vraiment discuter de ça avec vous, le chat. Venez, on écoute jusqu'au bout. La chose suivante, le 3 octobre 2008, l'animateur et producteur de télévision Arthur, de son vrai nom, Jacques Hessebag. En ce qui concerne Patrick Bruel, on va reparler de Patrick Bruel tout à l'heure. Voilà ce qu'écrit Rivarol en 2012. Maurice Benguigui, alias Patrick Bruel, est connu comme chanteur et acteur. Sur le dessinateur Gottlieb, des autres... Attends, Patrick Bruel s'appelle Maurice Benguigui. Arrête, il a niqué. Attends, mais il a cassé un mythe. Mais non, il s'appelle pas... Il s'appelle vraiment... Tu mens! Je savais pas, wesh, arrête! Mais c'est connu! Mais après, moi, je connais pas, les gars, je connais pas Patrick Bruel. Je le connais que de nom. Mais il s'appelle Maurice Benguigui. Arrête tes bêtises. Non, mais frérot, bosse tes sujets. Mec, je savais pas, je connais pas, mec, je connais pas Patrick Bruel, mon gars. Même dans le chat, il y a des gens qui n'étaient même pas au courant. Même dans le chat. Vous voulez attraper ma veste, carrément? Arrêtez, oh, vous aussi, là. Loeb et Gottlieb, Oh, ce dernier né, Marcel Mordechai Gottlieb, en 2019. Et en 2011, en ce qui concerne Anne Sinclair, Anne Schwartz, Rosenberg du côté matériel, dite Sinclair du nom de son père dans la Résistance. Voyez encore une fois comment est-ce que, y compris sur la période la plus récente, la question du patronyme des personnes juives est une question inflammable. Je vous ai souvent parlé d'un discours de Marine Le Pen en 2019, qui est un discours... Mélenchon, il a étudié l'histoire et il n'a pas le droit de faire ce genre d'écart alors qu'il sait que tout le monde l'attend sur ce sujet. Ça, je vais bien l'entendre. Je pense que Mélenchon n'avait pas besoin de cette séquence. Je pense qu'il aurait pu s'en passer, il aurait pu ne pas souligner en fait les multiples articles qui étaient sortis sur la prononciation. Parce que oui, vous avez raison, Mélenchon était attendu au tournant. Mais si tu élèves le débat, si tu es posé, si tu es intelligent, tu comprends le contexte où il veut t'emmener. Mais le problème, c'est que maintenant, le français moyen, même les journalistes moyens qui sont vraiment horribles, ne font plus cet effort intellectuel. Ils ne font plus cet effort de qu'est-ce que Mélenchon voulait vraiment raconter. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que là, maintenant, c'est la génération TikTok, en fait. C'est la génération TikTok où on bouffe les paroles de quelqu'un sans comprendre le contexte. On écoute les journalistes qui analysent le discours de Mélenchon et qui en font leur narratif. On fait plus ce travail intellectuel maintenant. On est une génération TikTok. C'est dommage. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, il y a un mec qui avait expliqué oui, mais Dofla, est-ce que... comment tu te situes par rapport au fait que Alain Soral a félicité Mélenchon? Mais les mecs, Alain Soral, il a un agenda aussi, les mecs. Hein. Je pense que Alain Soral, il est profondément anti-Mélenchon. Je ne sais pas pour quel parti il va voter, ce mec-là, mais le féliciter, ça aide pas Mélenchon. Et Alain Soral le sait très bien. Le fait de tweeter sur Mélenchon pour le féliciter, bah les gars, vous croyez que Mélenchon, il est content de ça? Mélenchon, il est pas du tout content de ce genre de truc. Putain, mais là je le vois, le flou. Là, je vois que ça floute, là. Eh, ma caméra, tu fais quoi, chef? Tu fais quoi? Le problème de c'est que Victor, tu peux pas dire que c'est quelqu'un non rompu à ce genre de situation. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que tout le monde dit ça. Si je te dis que c'est des détails de l'histoire, tu vas attraper ma veste, c'est ça? Malin Soral. Oui, c'est Malin Soral, frère. Il est malin sur l'histoire. Il est malin sur la technique et la stratégie électorale. Il est malin sur ça. C'est de la politique, mon gars. Important puisque c'est le discours dans lequel Marine Le Pen actait le changement de nom de son parti de Front National en Rassemblement National. Donc c'est le discours au congrès du FN qui devient ce jour-là RN en 2019.
Et dans ce discours, Marine Le Pen, au moment où tout le monde se souvient bien que Emmanuel Macron, c'est un ancien de la banque Rothschild, et on va y revenir à la banque Rothschild, à ce moment-là, Marine Le Pen, elle parle d'Emmanuel Macron en disant « L'appellation du mouvement En Marche est en soi une profession de foi pour un nomadisme décomplexé, avec pour prolongement implicite un sans-frontiérisme et un immigrationnisme irréductible. Nomadisme remet en cause l'idée même de devoir, de fidélité, de respect de la parole donnée. Le nomadisme, c'est l'inverse de nos valeurs de civilisation. » Son discours n'était pas explicitement antisémite, mais tous les juifs comprennent. Parce que tous les juifs savent que le juif nomade, le juif errant, le juif qui est chez lui partout et nulle part, qui est un étranger de l'intérieur que tu ne peux jamais attraper parce que tel lot, il se faufile entre tes mains, parce qu'il était ici aujourd'hui, il sera là demain, et que de toute façon, ça n'est rien d'autre qu'un errant sur les routes, que cette rhétorique-là, on la retrouve sous la plume d'Édouard Drummond dans La France juive, et derrière sous la plume de tous les propagandistes antisémites de la première moitié du XXe siècle. Là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est de comment est-ce que Mélenchon prononce le mot Epstein. Vous avez compris dans ce que je vous ai expliqué combien est-ce que dans le nom juif, il y a une forme de double stigmate. Le nom juif mais là, désolé, mais là, la polémique, elle devient énorme. Pourquoi maintenant aussi? Genre, pourquoi maintenant on a besoin que tu fasses ce genre de vidéo? Moi, je veux bien que ce soit un camarade à nous, les amis. Moi, je veux bien que ce soit un camarade. Mais là, ça cite des Marine Le Pen. J'ai l'impression que la polémique, il a trop tiré le fil, en fait. Il a trop tiré le fil. Moi, encore une fois, je suis d'accord sur le principe de dire que tout ça, c'est de l'antisémitisme. Moi, je veux bien l'entendre. Mais de savoir qu'il met cette étiquette... Enfin, je ne sais pas s'il le met de manière directe. Parce que dans le chat, il y a des gens qui ont vu le stream lundi et ils expliquent, enfin, ils m'ont expliqué que non... Viktorovitch n'a pas dit explicitement que Mélenchon est antisémite. Il ne l'a pas dit. C'était vos mots, les mecs. Hein. C'était vos mots. C'était vos mots. Mais moi, je me demande pourquoi maintenant, genre, pourquoi le faire maintenant, alors que l'agenda, il est électoral. La semaine prochaine, on va aller voter pour nos futurs maires. Le narratif des médias, c'est de dire que Mélenchon est antisémite et il n'y a plus de fond, il n'y a plus de réflexion autour de son discours. Le PS a totalement lâché la France insoumise, mais je ne suis pas choqué. Donc moi, je suis déçu de son timing, en fait. C'est le timing qui me dérange. En fait, Dofla, il a expliqué pourquoi c'était une erreur de la part de Mélenchon, car c'est du pain béni pour les médias. On écoute jusqu'au bout, tranquille. On écoute jusqu'au bout. Parce qu'au final, les amis, genre, c'est pareil, en fait, pour le journal. C'est pour ça que le journalisme est devenu vraiment quelque chose d'exécrable. Parce que maintenant... Tu peux plus attaquer Mélenchon sur le terrain des idées, parce que le problème de Mélenchon, il peut être débattu, il n'y a pas de problème. Il peut être débattu, on peut pas être d'accord avec tout, mais quand tu ne peux plus le battre sur le terrain des idées, tu l'attaques sur sa morale, tu l'attaques sur ce qu'il est, tu le fais prétendre des choses qu'il n'est pas, genre. Jure, un nouveau sub. C'est ça qui me dérange aussi. Merci Pseudo Pélo pour le sub, merci mon gars. Et là, par exemple, Clément Viktorovitch, c'est pas mon pote, hein, Clément Viktorovitch, il l'attaque plus sur ses idées maintenant, il l'attaque sur ses intentions supposées. Comme s'il sous-entend que Mélenchon, il a des biais antisémites. Il n'est pas antisémite, mais il a des biais antisémites. Jure, un nouveau sub. Arrêtez de voir l'antisémitisme là où il n'y en a pas. Mais bien sûr, merci Jaco pour le sub, merci. Merci. Mais bon. Dénoncé comme une marque quand il est explicite, il est dénoncé comme un masque quand on suppose qu'il a été changé. Comment vous pensez qu'on réagit quand on entend Mélenchon mettre sur le même plan Epstein qui fait plus russe et Epstein? Comment ne pas y voir là précisément la double dénonciation d'un masque dans un cas et donc d'une marque dans l'autre? Quand Mélenchon dit « on dit Epstein, ça fait plus russe » et que tout le monde se demande « mais du coup Epstein, ça fait plus quoi ?» On ne se demande pas ça parce qu'on a des obsessions, parce qu'on veut le faire tomber. On se pose cette question parce que ça renvoie à un fait historique. Non. Le fait que le patronyme juif est une manière d'exciter l'antisémitisme, soit parce qu'il est explicite et que c'est une marque, soit parce qu'il a été modifié ou qu'on suppose qu'il a été modifié et que c'est un masque. C'est dans la droite lignée de tous les écrits sur l'antisémitisme qu'ont produit les historiens sur la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe. D'autant que je n'ai pas encore évoqué justement le côté ça fait plus. Salut Papson, ça va ou quoi? Donc là, il faudra que tu regardes le réact des modems ce matin, elle en a parlé, elle a bien démontré chaque argument tout en respectant l'avis du concerné. Il y avait même des fans de Clément dans le chat qu'on dit qu'ils se remettaient en question aussi. Attends, qui se remettait en question? Clément sur sa chronique ou les viewers de Clément Viktorovitch? Parce que regardez les gars, il y a autre chose qui m'énerve aussi, il y a vraiment quelque chose qui m'énerve aussi, c'est que pourquoi les médias
n'ont jamais fait ce focus sur les relations entre Israël et Epstein ou Epstein. Ça aussi, ça me dérange. Moi, je suis désolé, les amis, hein. Ça mérite un papier aussi. Ça mérite un papier. On a eu la prononciation Epstein, le lien supposé entre Epstein et la Russie, les liens aussi avec Epstein et la France. Et la France, genre littéralement, ça a été débattu, les amis, ça a été débattu. Mais quand c'est Israël, on le voit avec le Mossad, on le voit avec T-shirt Mossad, on le voit avec l'ancien Premier ministre israélien, personne ne se pose la question de son lien. Si on se pose la question, on est forcément antisémite. Moi, ça me dérange. C'est de la rétention d'informations. Est-ce qu'on peut le considérer comme de la rétention d'informations? Oui. Et c'est pas un gros mot de le penser. Ça me dérange, moi ça me rend fou, ça me rend fou. Et les gars, hein, Mélenchon, il aurait pu pousser le truc tellement loin. Imaginez Mélenchon dans son meeting, il avait poussé la réflexion en mode « Ouais, le Mossad, ouais, Epstein, etc. » Il était mort, les gars. Nous, on se pose la question sur le chat, peut-être chez les autres streamers aussi. Dans aucun média mainstream, j'ai vu ça encore. Nous, on se pose la question sur les médias alternatifs. Mais imaginez Mélenchon faire ça. Imaginez s'il avait fait ça. Et frère, c'est la fin de sa carrière politique, gros. Il est cuit, mais bien sûr qu'il est cuit, Lutin. Bien sûr, et il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Russe. Vous ne pouvez pas ignorer le contexte absolument terrible et délétère dans lequel on se situe en ce moment autour de l'affaire Epstein. L'antisémitisme emprunte des schémas de réflexion qui sont très anciens, qui sont très connus, mais qui ne sont pas si explicites que cela. Par quoi passe la haine des Juifs? Elle passe par des clichés qui sont séculaires, des clichés qui ont été utilisés depuis des siècles pour inciter à la haine, et des clichés qui demeurent encore aujourd'hui, mais qui sont suffisamment généraux pour qu'on ne les repère pas immédiatement. Premier cliché, les Juifs ont de l'argent. Les Juifs sont des financiers. Ils tiennent la banque. Quand Ilan Halim est kidnappé par la bande des barbares... Ah putain, ça va activer mon chat. Le chat, attention le chat, attention le chat, attention. Youssouf Fofana, torturé et assassiné. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est visé? Parce que la bande des barbares, qui en l'espèce porte bien son nom, partait du principe qu'il est juif, donc il a de l'argent. Ces préjugés-là ont tué en France ces 20 dernières années. Il se trouve que Epstein est un financier, qu'Epstein est un milliardaire, et que Epstein est au cœur d'une toile qui est une toile qui relie entre eux de nombreux banquiers. Effectivement, il y a Kevin Razi, super sympa Kevin Razi, ancien humoriste qui s'est reconverti streamer politique, qui fait des streams tous les matins, je crois, sur Twitch. Donc, dans l'affaire Epstein, il y a déjà ici, par le simple fait que Epstein soit lui-même un financier, qu'il ait des liens avec la banque Rothschild, avec notamment Ariane de Rothschild, il y a déjà ici un fait, pour le coup, un fait qui est un fait réel, mais qui est un ferment empoisonné d'antisémitisme. Le raisonnement consistant à passer de Epstein est un financier milliardaire qui effectivement est au centre d'une toile d'influence à, eh bien voyez, c'est la preuve que les Juifs sont bien des financiers qui tiennent l'argent et qui ont un réseau d'influence. Ce passage-là, beaucoup l'ont fait. L'un des deuxièmes schèmes qui est au cœur de l'antisémitisme, c'est celui qui remonte jusqu'à un document qu'on appelle, un faux document erroné qu'on appelle le protocole des sages de Sion. Et donc là, ça te dérange pas que... Mais frérot, je t'ai répondu, t'as posé la question à 20h18, je t'ai répondu et tu reposes la question à 20h30. Frérot, c'est un truc de ouf. Faut m'écouter, chef. Faut activer le son sur mon stream. C'est un truc de fou. Et le préjugé qui prétend que les Juifs ont du pouvoir, que les Juifs sont une force transnationale qui cherche à contrôler le monde dans l'ombre. Au fond, l'idée d'un complot juif. Il se trouve que dans le cas de l'affaire Epstein, on a l'existence d'une élite globalisée, transnationale, qui a à minima couvert les crimes pédocriminels de Jeffrey Epstein, voire, on ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais, mais on ne peut que se poser la question, y a pour une partie d'entre eux participé. Dans l'esprit des antisémites, Jeffrey Epstein étant lui-même juif, le raccourci se fait très rapidement pour prétendre que c'est bien la preuve de l'existence d'un complot juif. Donc vous imaginez bien que pour beaucoup, l'affaire Epstein est la preuve qu'il existe bien un complot juif, qu'il existe bien une élite juive qui tire les ficelles dans l'ombre, qu'il existe bien une mafia juive. Et je n'emploie pas le mot mafia juive à tort ou à raison, c'est Alain Soral qui s'est empressé d'employer cette expression pour bien passer de la dénonciation d'une affaire absolument scandaleuse, l'affaire Epstein, à la dénonciation d'un fantasme antisémite, l'existence d'une mafia juive. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez que pour beaucoup d'internautes, ce complot juif
les médias ont tenté de le cacher, et ils ont tenté de le cacher comment? En prononçant Epstein au lieu d'Epstein. Et c'est là où cette matière est inflammable. C'est là où la question de la prononciation du mot Epstein, qui aurait dû rester à un simple débat linguistique, le niveau où moi-même j'ai situé cette question, c'est là où ce débat, depuis des semaines déjà sur Internet, a pris une coloration antisémite. Précisément parce que des internautes antisémites venaient attraper la veste de quantité de journalistes, de quantité d'éditorialistes, de quantité de vidéastes qui prononçaient Epstein et à qui il était fait le reproche de vouloir ainsi camoufler l'existence d'un complot juif. Et donc en fait, on a une sorte de renversement où, dans un premier temps, les personnes qui disaient Epstein se faisaient attraper la veste par... Oui, mais les viewers, ils ont raison de faire ça. En fait, pourquoi les journalistes ont masqué? Je suis d'accord, genre, les journalistes, ils devraient aussi se poser la question de est-ce que c'était pas un agent dormant et israélien, en quelque sorte? Oui, j'ai déjà vu Burgalassi, les mecs, j'ai déjà vu. En fait, le but de la vidéo, je vais vous dire la vérité, les mecs, hein, le but de la vidéo, tu accuses quelqu'un d'antisémitisme, c'est très grave. C'est très grave. Pénalement, c'est répréhensible. Ok, bon, Mélenchon n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais en fait... utiliser cette vidéo, enfin pour moi le but de cette vidéo c'est de brouiller les repères de son chat aussi, parce que ça va créer des confus. Les gens vont se dire ah finalement Mélenchon c'est peut-être pas finalement un bon camarade, la France Insoumise de manière générale, donc peut-être que je vais aller chez le PS, ah peut-être pas le PS parce que ce sont des traîtres, peut-être chez Europe Écologie Les Verts. Vous voyez, le but de la vidéo c'est de créer des confus, de brouiller les pistes. Moi j'ai vraiment du mal avec cette vidéo, j'ai vraiment du mal. L'objectif de la vidéo, qu'est-ce que c'est en vrai? Et le problème, c'est qu'il y a des vrais antisémites au Rassemblement National, il y en a des vrais, et que quand tous tes repères sont brouillés par des vidéos comme Clément Viktorovitch, mais frérot, tu pourras même plus distinguer les vrais antisémites. Parce que regardez les médias ont tellement normalisé le Rassemblement National que dans l'inconscient du Français moyen, il en oublie que ce sont des antisémites. Ils en oublient. Il y avait des groupes Facebook, articles de Street Press, hein. Il y avait des groupes Facebook d'élus RN, élus, hein, pas députés, hein, mais élus, où ça a parlé de racisme, islamophobie, antisémitisme, etc., etc. Les médias en ont très peu parlé, voire pas du tout. Les vrais antisémites sont tranquilles. Ils sont tranquilles, les mecs, ils sont tranquilles. Personne va aller attraper leur veste. Personne. Je trouve qu'il y a une certaine communauté instrumentalisée qui va en permanence s'approprier la souffrance des propos de toutes les personnes avec qui ils ne sont pas d'accord. Tu imagines si les musulmans ou même pire les noirs faisaient pareil en permanence sur l'esclavage ou le traitement médiatique, ça fait pitié premier degré. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui prennent pour argent comptant ces propos. Mais bien sûr. Ah, faut pas se plaindre, hein. Le musulman qui s'est fait assassiner dans une mosquée, faut pas trop en parler dans les médias, faut pas trop parler d'islamophobie, c'est pas trop vrai. Il n'y en a pas trop d'islamophobie en France, chut, attention. Alors que l'islamophobie est en augmentation en France, les mecs, hein. L'islamophobie est en augmentation, mon gars. Au final, la pas du team avait raison sur Clément Viktorovitch. Oui. Je donne le point à la pas du team, oui. La véritable question à se poser, et j'en finis là-dessus, je vais finir la vidéo. Qui gagne dans cette histoire? Qui gagne? Vous croyez que c'est le camp de Mélenchon? Vous croyez que c'est la France Insoumise qui va gagner derrière? Vous croyez que c'est le camp de la gauche qui va gagner derrière? Pas du tout. Il n'y a que le RN qui va gagner derrière, mon gars. Il n'y a que l'extrême droite qui va sortir vainqueur de ce genre de vidéo. Mais bien évidemment. L'extrême centre, clac, du macronisme, mon gars. Enfin bref, venez, on continue. On finit, les mecs. Venez, on tank. On met une cote épineuse de League of Legends et on tank la vidéo jusqu'au bout. Les puristes anglophones insupportables qui disaient « Ah non, aux États-Unis on dit Epstein ». Ce qui a fait que moi j'ai dit « Foutez-moi la paix, je le prononcerai à la française ». On est passé de cela à l'inverse, c'est-à-dire le moment où les personnes qui disaient Epstein se faisaient attraper par les antisémites, les complotistes et tout ce qui s'ensuit, qui disaient « Si vous dites Epstein, c'est que vous voulez camoufler le judaïsme d'Epstein ». Et quand je dis ça, évidemment, ça commence par le premier et le pire d'entre eux, Alain Soral. Tombé à la fois Weinstein et Epstein, hein, que certains prononcent Weinstein et Epstein, parce que sinon le tropisme communautaire se verrait un peu trop. Chez Alain Soral, le fait de dire Epstein au lieu d'Epstein,
c'est une volonté consciente de camoufler le fait qu'Epstein serait juif. Et donc une volonté consciente de camoufler le fait qu'il y a bien une mafia juive. Alors quand ici Alain Soral dit le tropisme communautaire, c'est une manière même pas camouflée de dire le fait qu'ils sont juifs. Si je résume, on a des journalistes, des éditorialistes, des vidéastes qui se font attraper la veste par des antisémites quand ils disent Epstein sous prétexte qu'ils voudraient camoufler un complot juif. On a par ailleurs une affaire Epstein qui condense en elle-même absolument tous les red flags qui peuvent provoquer de l'antisémitisme, qui peuvent même provoquer le retour du complot juif fantasmé. Epstein est effectivement juif, il est un financier, il est un banquier, il est au cœur d'une toile d'influence mondiale. Là, il y a de quoi agiter le fantasme de tous les antisémites de France. J'en arrive à ma conclusion. Quand tu es un responsable politique, que tu prétends un jour gouverner la France, que tu te prétends présidentiable, et que tu parles de l'affaire Epstein sur une tribune, tu fais attention. Tu ne peux pas ignorer le marécage dans lequel tu mets les pieds. Tu ne peux pas ignorer le fait que quand tu parles de l'affaire Epstein, une partie de tes auditeurs et de tes auditrices entendent complot juif. Tu ne peux pas ignorer que quand tu dis Epstein, ça fait plus russe, une partie de tes auditeurs entendent alors qu'en fait, c'est vraiment juif. Tu ne peux pas l'ignorer. Quand je dis tu ne peux pas, je ne veux pas seulement dire tu es forcément au courant de tout cela. Je dis tu ne peux pas te permettre éthiquement de l'ignorer. Et quand tu mets les pieds là-dedans, tu le fais avec la plus grande des précautions. Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé avec ça, c'est même pas l'affaire Epstein qui pose, enfin c'est même pas le nom de famille de Epstein qui pose problème. J'ai l'impression qu'en France, à chaque fois qu'on parle d'une affaire de pédocriminalité, j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs. Faut faire extrêmement attention. Rappelez-vous les amis, sur l'affaire Betaram, un scandale d'État, parce que c'est François Bayrou qui était Premier ministre à cette époque-là. Il y avait plein de journalistes qui disaient « Ah, est-ce que vous faites ça pour finalement essayer de faire tomber le Premier ministre, etc. Est-ce que finalement l'affaire Betaram, c'est pas trop une affaire majeure, mais plutôt une affaire mineure. Et encore, il n'y a pas d'affaire dans l'affaire. » Mec, j'ai l'impression qu'on, dans ce pays-là, à chaque fois qu'il y a des affaires de pédocriminalité, waouh, faut vraiment prendre des pincettes, hein, putain. Waouh, drôle de pays quand même, hein. Welcome to Pédoland. Là, on s'en bat les couilles de la religion de Epstein. On parle même pas de ça, là. On parle même pas de ça, les mecs. On parle même pas de ça. Au lieu de parler de ça avec la... Et regardez d'ailleurs, hein, la France qui essaie, enfin les médias qui essaient de noyer le poisson, quand ils avaient parlé du complot russe, il y avait un lien avec la Russie potentiellement, et même sur la prononciation de Epstein, on est déjà en dehors du cadre de l'affaire. On parle même plus de pédophilie, on parle même plus de images pédopornographie, on parle même pas de toutes ces mineurs qui ont été agressés sexuellement par des élites. On parle même pas de religion, on parle juste d'élites. On parle même plus de ça, les mecs. On parle même plus de ça, genre. Ça sont sur les victimes qui s'expriment, mais bien sûr, on parle même plus de ça. C'est une diversion, exactement, genre, c'est... Waouh. Putain. Grande des précautions. Merci il a pour lui-même remis dans sa bouche cette espèce de fantasme qu'on dirait Epstein pour faire plus russe par opposition à Epstein, pour faire plus quoi, on ne sait pas. Non seulement il fait ça, mais il se permet de faire cela en disant Epstein, en se connectant ainsi à un antisémitisme séculaire lié à la dénonciation des noms et à leur prononciation caricaturale. Il y a une question. Pourquoi fait-il cela ? Je m'en fiche. J'ai pas envie de répondre à cette question. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et de toute manière, ces questions n'ont pas de réponse. Elles ne sont par définition que l'objet de conjectures et d'hypothèses. Ça m'intéresse pas de rentrer là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi il y a eu une réaction aussi épidermique à cette séquence. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une condamnation unanime. Et je sais que vous êtes ici un certain nombre à soutenir Jean-Luc Mélenchon, à ne pas être convaincu par ce que je vous dis. Demandez-vous pourquoi est-ce que là, ce qu'a dit Mélenchon a suscité une condamnation unanime. J'ai vu des gens dire, oui, Le Monde et Libération, ils sont en boucle là-dessus, c'est les journaux dont sont issus les journalistes qui ont écrit la meute, ils veulent se le faire. Ok. Mediapart aussi a fait un papier, 2 papiers, dont un signé par Edoui Plenel. Edoui Plenel qui n'est toujours pas le rédacteur en chef de Mediapart, hein, je vous le rappelle, hein, puisqu'il a passé la main il y a 1 an. Alors j'en ai vu dire, ah bah merde, maintenant, Mediapart aussi, ils sont passés à l'anti-LFisme, ce ne sont pas des camarades, ce ne sont pas des alliés, je me désabonne. Il se trouve que Daniel Schneiderman, au sein d'Arrêt sur Image, dont vous n'allez pas me dire que Schneiderman est un anti-LFiste, il se trouve que Daniel Schneiderman a lui aussi publié un papier dans lequel lui aussi estime que cette saillie est une saillie propre à exciter l'antisémitisme le plus crasse. Il se trouve que moi aussi, qui
est de longue date été dénoncé par quantité de personnes comme étant un agent caché de la France Insoumise. Bon, vous savez que je ne le suis pas, mais bon, tout ça pour dire que je crois ne pas être la voix la plus anti-LFiste possible, malgré tout. Il se trouve que moi aussi, je considère que ces propos sont éminemment problématiques. Alors, au bout d'un moment, posez-vous la question. Est-ce que Mélenchon est si exceptionnel qu'il a raison contre tout le monde, ou est-ce que si tout le monde s'offusque, y compris ceux qui d'ordinaire font preuve de plutôt de bienveillance à son égard, c'est pas quand même qu'il y a un petit problème? La seule chose que je veux vous dire, c'est que... Je suis désolé, hein, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais le problème, Clément Viktorovitch, c'est que ça fait des années que les journalistes ont un agenda dans leur crâne sur Mélenchon. C'est ça le problème. Et ils attendaient une seule occasion pour vraiment lui tomber dessus. Ça a toujours été comme ça, les mecs. Je suis streamer depuis, en tout cas sur la partie politique, ça fait 6 ans que je constate que les journalistes sont des grosses merdes envers Mélenchon. Pour moi, cette séquence-là est une séquence de plus pour encore plus taper sur Mélenchon. Désolé, c'est la vérité. Si vous me dites que Mélenchon doit se remettre en question sur la forme de son discours, je veux bien l'entendre, mais il faut pas oublier le fond. Dans ce cas-là, il faut pas oublier le fond. Parce que Mélenchon a dénoncé l'hypocrisie des médias français. Et ça, c'est vrai. Ça fait des années que la gauche se fourvoie par campisme antisioniste. Ça veut dire quoi cette phrase? What the fuck? Eh ben, l'occasion, Mélenchon vient de leur donner. Ouais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même très malhonnête de la part des journalistes. Parce qu'il manque, dans cette séquence-là, ça manque de travail de fond. Ça manque de travail de fond. C'est simple, si les médias dénoncent, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Moi, je l'ai déjà dit, les amis, hein. Je l'ai tweeté d'ailleurs. Putain, c'était quoi mon tweet déjà? La lutte de classe. Voilà, la lutte des classes, pardon. La lutte des classes. La lutte des classes, c'est aussi le journalisme, les mecs. Hein. C'est très présent dans le journalisme. Quand il y avait le scandale Mélenchon, les éditorialistes de Valeurs Actuelles, Marianne, étaient sur BFM TV. Ils se font tous la passe, c'est du copinage. C'est du copinage, les gars. C'est du journalisme au service des puissants. C'est vrai. C'est vrai, je suis désolé, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je vais être honnête avec vous, les amis. Maintenant, je vais être honnête avec vous, un peu de sérieux. Si Mélenchon, dans ses prochains meetings, jusqu'à l'année prochaine, réitère encore une fois le délire des noms de famille, etc., je vais commencer à me poser des questions. Donc, à ce moment-là, on va parler. C'est tout ce que j'ai à dire. On va parler. On va en tirer les conséquences et les conclusions. Quand tu es une personne juive ou d'origine juive, que tu portes l'histoire dont j'ai parlé, que tu sais tout le poids des non-juifs dans le débat public, a fortiori quand ils sont prononcés publiquement sur une tribune politique, quand tu sais tout cela, et que tu entends Jean-Luc Mélenchon prononcer Epstein, un frisson te parcourt le dos. Quand derrière tu entends les rires dans la salle, ce frisson en est démultiplié. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Mélenchon. C'est pas à moi de répondre à cette question. Je peux juste vous dire une chose, c'est que ce qu'il a fait là, ça a provoqué un frisson de dégoût et de peur chez, je pense, beaucoup de personnes juives appartenant à la communauté juive ou d'origine juive. Je pense que ce n'est pas anodin. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai convaincu, je vous ai pas convaincu, je vous ai produit des documents historiques, vous les trouvez pertinents, vous les trouvez non pertinents, je vous ai fait des parallèles avec d'autres séquences, d'autres extraits, vous les trouvez justifiés, injustifiés. Je vous dis que, en tant moi que personne concernée, je considère que c'est éminemment problématique, sinon même très grave. Vous m'entendez, vous ne m'entendez pas. Ça modifie votre opinion, ça ne la modifie pas. C'est pas à moi de vous dire quoi penser, et je pense que j'aurais bien du mal de toute façon à faire changer votre opinion. Mais au moins les éléments, vous les avez, et je pense que c'est bon que nous les ayons tous en tête dans le débat public en ce moment. Bon. J'entends le chat, j'entends les arguments de Clément Viktorovitch, j'entends aussi, parce que je regardais aussi son chat, je regardais les commentaires à côté, j'entends. Mais c'est quoi la conclusion? Dit Epstein ou Epstein? En fait, moi la seule chose, et j'en terminerai là-dessus, la seule conclusion à faire là-dessus, c'est que, regardez, dans mon chat, il y a des personnes qui disent soyez pas dans le déni, etc. Mais du coup, c'est quoi la conclusion? Ça veut dire que si on met un bulletin LFI, vous pouvez nous considérer comme antisémites. Vous pouvez me considérer comme antisémite, par exemple. Je trouve qu'on est sur un terrain dangereux, là. Non, mais le truc des modems, c'est bon. Ces mecs, depuis tout à l'heure, tu me parles des modems. Ça y est, on a compris, mon gars.
Moi, je voulais pas trop en parler. Regarde, Emodem 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça y est, on a compris, mon gars. C'est bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, on a compris. Avec tout le respect, les gars, avec tout le respect que j'ai pour Emodem, je vais pas enchaîner encore une fois parce que je trouve que la polémique, elle est ridicule. Je trouve que la polémique, elle est ridicule. Et en fait, la seule conclusion à tirer de cette vidéo, c'est que ça va créer des confus. Ça va créer des confus. On n'a pas besoin de ça. Je pense que c'est à nous aussi, électeurs, d'aller interpeller aussi Mélenchon. On peut très bien l'interpeller. Interpeller aussi les députés, les élus LFI. Clarifier la situation aussi. Parce que vous êtes concernés. C'est vous, et même moi aussi, on peut aller potentiellement voter pour des membres LFI. Mais l'objectif de la vidéo, c'est de créer des confus. C'est de créer des confus. Des mecs qui vont être un peu perdus. Ils n'ont pas envie de voter PS parce que le PS, c'est la trahison sur trahison. Ils n'ont pas envie de voter extrême droite parce qu'on pisse sur l'extrême droite et ils ont bien raison de le penser. Ils n'ont pas envie de voter pour Macron parce que, vas-y, les macronistes, les héritiers du macronisme, c'est aussi des grosses merdes. Donc quoi faire? Nico Vomer, on est des antiracistes chez LFI, mentez pas sur nous. Ah, par contre, j'ai pas critiqué la France Insoumise, là, j'ai rien dit. Hein. Il ment et toi, tu avales ça, Dofla. J'ai rien avalé du tout. Hein. J'ai absolument rien avalé de ce qu'a dit Clément Viktorovitch, bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Bien au contraire. Je n'ai rien dit de... Jette pas Mélenchon sous le bus, c'est dément. Mais j'ai rien dit, mec. T'as rien écouté, en fait. Hein. T'as rien écouté. Je suis en train de t'expliquer que le but de la vidéo, c'est de créer des confus. Et j'en ai vu dans mon chat, et je le vois aussi sur ce chat-là aussi chez Clément Viktorovitch. Mec, ça a créé des confus, c'est juste factuel, genre. C'est juste factuel. C'est factuel. C'est une dinguerie de penser que Viktorovitch, il ment. J'ai pas dit que c'est un menteur non plus. Parce que le mec, il t'a quand même sorti des écrits historiques, etc. Ça, je vais bien l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais de prêter des intentions antisémites dans le discours de Mélenchon, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Voilà. La semaine d'avant, Clément Viktorovitch avait dit qu'il faut sacrifier Raphaël Arnaud pour faire plaisir aux FAF. J'ai entendu ça aussi. Je suis pas d'accord avec ça aussi. Voilà, je le dis les gars, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut faire bloc derrière Raphaël Arnaud. Il faut continuer de soutenir l'antifascisme en France, l'autodéfense, contre les racistes, contre les antisémites aussi, contre les islamophobes, et même tout ce qui est LGBTQIA+. Voilà. Faut faire bloc derrière Raphaël Arnaud.